début octobre, et je viens de l'Université Paris-Descartes à Paris. Donc je vais vous présenter à partir de deux exemples. Je vais essayer de vous expliquer quelle est la démarche éthique dans le cadre de la santé publique. Alors, les deux exemples que j'ai choisis, c'est la constitution d'une base de données européenne dans le cadre d'une maladie rare et le dépistage organisé du cancer colorectal. Alors bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans des définitions très compliquées de l'éthique et de la bioéthique, mais juste préciser que la réflexion éthique, c'est en aucun cas d'avoir une réponse à toutes les questions, mais c'est vraiment de se donner des moyens de réflexion et de dégager des actions responsables. Et tout cela, c'est des outils, c'est la discussion, la réflexion sur les valeurs dites héritées et d'essayer de dégager des normes pour répondre à la question quelle est la meilleure conduite. Alors, la santé publique a donc pour mission d'assurer la prise en charge collective de la santé des populations dans ce mode de vie, qu'il s'agisse de soins, de prévention, d'éducation ou d'hygiène sociale. Mais l'application de mesures générales recommandées au plus grand nombre soulève plusieurs questions. Premièrement, le rapport bénéfice-risque de la chose proposée ou imposée et le respect ou non du libre arbitre du participant. Donc, ces questions sont à confronter à la prédominance de la valeur de l'autonomie dans notre société et amènent bien évidemment à réfléchir sur les enjeux en termes d'information et d'éducation pour la santé dans les programmes de santé publique. Donc, les règles qui s'appliquent à l'autonomie sont bien évidemment la confidentialité, le respect de la personne et l'aide à la décision du consentement. Alors, première étude que je vais vous présenter, c'est une étude qui se nomme Leucotrite, qui était un projet financé par la Commission européenne dans le cadre du P7, et dont l'objectif était de collecter au niveau européen des données des patients atteints de leucodystrophie pour faire une base européenne, un leucodatabase, afin de faciliter les recherches dans différents domaines. Et cette base intègre des éléments cliniques, biologiques, enfin d'imagerie, d'enregistrement électrochimique, et toutes ces données proviennent essentiellement du dossier médical et des programmes de recherche. Alors très brièvement, les leucodystrophies, c'est un groupe de maladies rares, génétiques, qui affectent le système nerveux central et périphérique au niveau de la myéline. Elles touchent à la fois les enfants et les adultes, mais malheureusement surtout les enfants. Elles touchent toutes les fonctions motrices, intellectuelles, de communication, entraînent un risque vital par les dérégulations des fonctions cardio-respiratoires. Elles sont très hétérogènes dans leur expression symptomatique, elles sont le plus souvent rares et évolutives. Les atteintes neurologiques amènent à une perte progressive des acquis du développement psychomoteur. Certains types de leucodystrophie à l'heure actuelle sont encore très mal connus. 10% d'entre elles ne sont pas génotypiquement caractérisées et aucun traitement curatif n'existe à ce jour. Donc, c'est donc une maladie rare. Il y a en France moins de 1000 personnes répertoriées atteintes de leucodystrophie. Ça représente à peu près 160 naissances par an, ce qui représente une naissance pour 5 ans. Alors, quel était notre travail dans ce projet? On a mis en place un encadrement éthique à la mise en place de cette base. Pour cela, on a créé un comité d'éthique dédié qui devait s'occuper des questions spécifiques sur le nombre du projet, de l'harmonisation des pratiques entre les pays, puisqu'il s'agit d'une base européenne, et à l'élaboration et la validation des documents encadrant la base de données. Parallèlement à ça, on a réalisé une enquête de terrain auprès des patients atteints de leucodystrophie et de leur famille, afin de recueillir leur point de vue sur le partage des données médicales à des fins de recherche dans le contexte de la maladie. Alors la charte que nous avons mise en place, elle se réfère bien évidemment aux textes internationaux, essentiellement à la directive de 1995 du Parlement européen sur la protection des données et le respect de la personne, sur la convention de l'Oviedo du Conseil de Strasbourg, et bien évidemment sur la déclaration de l'UNESCO sur les données génétiques. Alors cette charte, elle définit le contenu de la base, elle assure bien évidemment la transparence du fonctionnement de la base, elle informe les participants sur l'utilisation des données, elle garantit que les membres et les partenaires respectent leur engagement et elle régule la valorisation potentielle des données. Alors les recommandations que nous avons faites, c'est surtout nous avons réalisé
des modèles de consentement pour les patients qui étaient intégrés dans la base, et parallèlement, comme il y a beaucoup d'enfants, c'est pas évidemment le consentement, mais nous avons quand même réalisé, pour l'IDD, là je vous ai juste donné quelques exemples, pour expliquer aux enfants qu'est-ce que c'était que la recherche dans le cadre de leur maladie. Donc le questionnaire que nous avons réalisé, il a été fait par une équipe pluridisciplinaire, bien évidemment, et il a été traduit en plusieurs langues et diffusé en France, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie. Alors ça paraît beaucoup, mais là on est toujours pareil, dans le cadre d'une maladie rare, donc c'est très peu de personnes. Je dis en France c'est moins de 1000, en Suisse on a eu 3 familles, en Belgique 15, j'allais dire heureusement, donc c'est pour ça que c'était tout à fait intéressant de le faire au niveau européen. Et la dissémination du questionnaire a été faite grâce à l'association ELA, qui est quasiment la seule présente sur les leucodystrophies, et donc l'ORGA, la Leucodystrophie Association, et les centres cliniques de référence partenaires du projet qui existent dans tous les pays que nous avons essayé de toucher. Alors très brièvement, ce qu'il en ressort de ce questionnaire, c'est que globalement, les patients, leurs familles font une grande confiance dans la recherche, il faut être trop grande. Plus de 60% acceptent le principe du partenariat avec l'industrie pharmaceutique et plus de 70% sont d'accord pour la conservation de l'utilisation des données et des échantillons post-mortels. C'est un point excessivement sensible dans cette pathologie parce qu'on vous dit ce sont des enfants. Donc c'est les parents qui prennent la décision d'accepter que les échantillons de leurs enfants soient conservés et servent à la recherche. Donc c'est vraiment une démarche très altruiste de leur part. Mais parallèlement à ça, ils sont beaucoup en demande de l'information sur la gouvernance, les conditions d'accès aux résultats, les projets de recherche en cours, les partenariats avec l'industrie pharmaceutique. Par exemple, ce questionnaire qui est fait, on a fait une divulgation auprès de tous les gens qui avaient participé, ils sont excessivement demandés. Donc ce qui met vraiment en évidence l'importance de l'information pour le consentement dans ce type de pratique. Donc, ce consentement, nous avons opté pour un consentement large, reconnaissant en anglais, donc, qui gère complètement la base. Et le problème, c'était la pérennité de cette base et l'accès de cette base dans le temps. Et on n'a pas opté pour un reconsentement pour tous les projets de recherche. Il y a beaucoup de projets de recherche qui arrivent sur cette base, mais pour une information en continu, c'est-à-dire qu'on donne des nouvelles à la demande, par les newsletters, etc. On fait vraiment vivre cette base, on donne des renseignements en permanence sur cette base. Et la deuxième condition, c'était que chaque nouveau protocole soit évalué par le comité d'éthique et qu'il soit validé par ce comité d'éthique. Donc ensuite, je vais vous parler de quelque chose qui sera sûrement plus parlant pour vous. Cette deuxième étude, c'est une étude qui nous avait été commandée par l'Institut national du cancer. Et c'est un travail que nous avons fait avec, nous avons interrogé des experts de différents horizons et les structures de gestion. Et ça nous a permis d'écrire un rapport qui analysait les dispositifs du dépistage colorectal français. Alors très brièvement, je vais pas revenir parce qu'on a déjà un peu parlé. C'est le 3e cancer en France le plus fréquent, c'est le 2e au rang des cancers en termes de mortalité. Son incidence augmente fortement après 50 ans pour atteindre son taux maximum après 70 ans. Donc son dépistage représente vraiment un enjeu majeur de santé publique qui est bien évidemment renforcé par le vieillissement de la population. C'est le 2e programme de dépistage organisé en France et il a été généralisé sur les territoires depuis 2009. Et ce dispositif s'adresse à 18 millions de personnes âgées de 50 à 64 ans. Alors la particularité de ce dépistage par rapport au sein, c'est que c'est le participant qui fait son test, c'est-à-dire qu'il réalise son test chez lui. Ça consiste à des prélèvements de sel qu'il doit mettre sur une lame envoyée par l'hôpital. Alors il y a différentes manières de rentrer selon les structures de gestion. Soit les gens reçoivent directement le test à domicile, soit ils reçoivent une aide d'invitation. On leur demande d'aller voir leur médecin traitant qui leur remettra le test. Alors, quels sont les tests qui font référence à la place de la liberté individuelle dans les dans les politiques de santé publique? Donc, déjà, il y a la définition de l'OMS qui définit le dépistage comme une démarche volontaire et qui applique une politique qui a des choix de santé publique et de respect pour les personnes.
Il y a les recommandations européennes qui promouvent le principe du respect de la liberté individuelle et défense de la vie privée. Il y a la loi française du 4 mars qui affirme que l'accès au dépistage est un droit au même titre que l'accès au soin, et ceci en aucun cas ne doit être entendu comme une obligation. Et puis il y a les principes très généraux d'éthique, de Beauchamp et de Gilrest et Beauchamp, qui bien sûr rappellent les principes d'autonomie, de bienfaisance, de non-malfaisance et de justice sociale. Alors, le dépistage du cancer colorectal est un dépistage qui repose sur un très bon niveau de preuve, contrairement au sein qui est l'heure actuelle qui fait débat. Donc, elle est absolument pas mise en cause et toutes les études vont dans le même sens, c'est-à-dire qu'on a des effets bénéfiques avec une réduction de la mortalité, une réduction potentielle de l'incidence et potentiellement une chirurgie moins invasive. Alors, malgré ce bon niveau de preuve, les effets délétères ne sont pas absents et ils incluent les conséquences psychosociales d'un résultat faussement positif, puisque comme tous les tests ne sont pas sûrs à 100%, les complications liées à la coloscopie et les retards au diagnostic dus à un résultat faussement négatif. Parce que je rappelle que pour le test positif, on fait une coloscopie pour vérifier la présence de polypes ou d'adénomes. Alors là, le tableau représente le taux de complications de coloscopie pour 100 000 patients, avec les perforations et les hémorragies avec ou sans polypectomie, donc qui ne sont pas neutres. Mais vous voyez que dans la tranche d'âge 70-74 ans, on est encore dans la tranche du dépistage, puisqu'on va jusqu'à 74 ans, les accidents ne sont pas rares. Donc là encore, l'importance de l'information, et il faut bien que les gens aient en tête de la balance bénéfice-risque et de faire un consentement éclairé en ayant toute l'information requise. Alors pourquoi on nous a demandé au départ de faire ce travail? C'est-à-dire qu'on est à 6 ans après la généralisation de son programme et la participation reste très faible. Elle est de 29,8% sur la période 2013-2014. Elle a encore diminué de plus d'un point par rapport à la période 2012-2013. Donc, c'est donc un niveau qui interroge. Je regarde du taux minimum acceptable européen qui avait été fixé à 45% et de la mesure 14 du plan cancer 2009-2013 qui visait à augmenter la participation à plus de 60%. Il faut en plus intégrer au débat les questions des disparités territoriales. Vous avez sur la carte le taux de participation, donc en plus foncé, les taux supérieurs à 45%, qui ne sont pas très nombreux, et vous avez des taux inférieurs à 25%, donc tout ce qui est beaucoup plus clair. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grande hétérogénéité aussi à la façon dont les gens dont les structures de gestion gèrent les habitations. Certains départements procèdent à une troisième relance ou organisent une remise de tests par les pharmaciens. C'est très très hétérogène, ce qui explique aussi cette participation très très hétérogène. Et enfin, il y a très très peu d'évolution au fil du temps. Donc ce constat remet en question l'objectif de santé publique et la légitimité du programme de dépistage organisé. Donc notre réflexion a été d'essayer de mieux comprendre les motivations et les réticences des participants, des non-participants, d'interroger les modalités d'information, d'analyser le parcours et l'accès au dépistage et éventuellement de proposer des pistes d'amélioration. Alors plusieurs hypothèses sont envisageables, entre autres. On pourrait rendre le dépistage obligatoire, comme c'est le cas pour certaines vaccinations. Ça semble à l'heure actuelle assez difficile, puisqu'on est plutôt dans un résurgence du concept de l'autonomie, pour ne pas dire d'individualisme. C'est en plus une mise en œuvre qui resterait assez complexe. Elle est scrutée par certains acteurs de santé publique. La deuxième hypothèse, c'est de se désengager complètement, de donner une information très complète, une politique d'information. Ça se fait dans certains pays, au Luxembourg, pour certains dépistages, mais c'est sûrement un vecteur de renforcement des inégalités, au contraire, au moins pour la France, à une démarche de santé publique. Et la troisième hypothèse, c'est d'optimiser le dispositif actuel afin de mieux le comprendre, renforcer l'information et renforcer la responsabilisation de tous. Alors là encore très brièvement, parce que c'était quelque chose qui s'est fait sur plusieurs années, les freins, c'est la méconnaissance du cancer colorectal qui est beaucoup moins bien connue que les cancers du sein, la représentation du
du conseil, l'appartenance culturelle, la réalisation pratique du test qui est complexe, enfin qui s'est largement améliorée puisque le test immuno est sorti, il est quand même beaucoup plus facile à faire, et la perception du courrier qui est souvent perçue comme intrusive, alors que c'est un des leviers très efficaces, mais il est efficace seulement s'il est accompagné d'explications du médecin traitant. Donc ça pose vraiment la question de toutes les populations qui sont sans médecin traitant ou qui ne le fréquentent pas. Bien évidemment, les facteurs économiques et sociaux, le statut économique bas, semble être lié avec une faible participation, c'est une population confrontée à d'autres problématiques prioritaires, les comportements de santé, les personnes qui consultent au moins une fois par an ont un taux de dépistage plus élevé, et la langue, le fait de ne pas avoir le français, indépendamment des facteurs socio-économiques, est associé à une moindre participation. Donc ça remet vraiment en question l'adaptation des campagnes d'information et l'approche impersonnelle du dépistage. Vraiment une nécessité, c'est vraiment ce qui a remonté des structures de gestion, une nécessité d'adapter les procédures. Alors un autre point très sensible dans ce dépistage, ce sont les parcours incomplets, c'est-à-dire tous les gens qui ont un test positif et qui ne continuent pas, qui ne vont pas jusqu'à la coloscopie. Le taux de réalisation de coloscopie suite à un test positif était 86,6% sur la période 2011-2012. Il a encore baissé par rapport à la période 2010-2011. Le pourcentage de personnes ayant un test positif et pour lesquelles la structure de gestion n'a aucune nouvelle 24 mois après la date de la lecture varie entre 0 et 53,7% selon les départements. Donc encore très très grande hétérogénéité. Donc cette non-réalisation entraîne au niveau individuel bien évidemment une perte de chance en laissant la personne sans diagnostic et sans prise en charge, et sur le plan de la collectivité, un défaut de traçabilité pour évaluer réellement l'efficience du programme. Donc toujours les parcours incomplets, le délai médian de la réalisation d'une coloscopie suite à un test positif était de 57 jours. Seulement 23% étaient réalisés dans un délai de 31 jours, qui sont conformes aux recommandations européennes, 80% dans les 3 mois et 1% dans un délai supérieur à 1 an. Donc c'est quand même vraiment une perte de chance pour les gens qui n'ont pas jusqu'au bout. Alors la dernière problématique des parcours incomplets, c'est le coût de la coloscopie, puisqu'il y a plus de 70% des coloscopies qui se font dans de privés lucratifs avec un dépassement de l'horaire. Donc je pense que pour beaucoup de personnes, c'est quand même un frein. Donc ça nous a semblé qu'au nom des principes éthiques d'une politique de santé publique, bienfaisance, responsabilité, il n'est ni logique ni équitable que celle-ci engendre des inégalités et des situations de mise en difficulté, voire risque un marché non régulé. Donc le plan cancer a repris cet argument et prévoit une prise en charge totale des actes de dépistage et des examens complémentaires liés au dépistage. Alors enfin, ça nous a amené à discuter sur le principe même du dépistage en France. C'est vrai qu'en France, nous sommes toujours partis sur un système de dépistage universel qui a l'avantage d'inclure tout le monde par rapport à des actions ciblées qui, elles, n'incluent que les personnes plus vulnérables et plus fragilisées. Et il y a une nouvelle théorie qui a vu le jour de Michael Marmot dans les années 2010, qui a proposé un système d'universalisme proportionné. C'est-à-dire que pour lui, il faut combiner les deux, c'est-à-dire qu'il faut faire un dépistage pour tout le monde, mais avec en plus des actions ciblées sur les personnes les plus vulnérables, les personnes qui sont exclues du dépistage. Donc c'est vraiment offrir une prestation avec des modalités, une intensité qui varie selon les moyens. Donc c'est ce qu'on appelle l'universalisme proportionné. Ça peut être antinomie, mais c'est comme ça qu'il l'a appelé. Et cette approche répond en termes éthiques au principe de justice, c'est-à-dire que vraiment la linéarité collective, au fait d'accepter que certains citoyens pourraient avoir plus ou moins que d'autres. Cette justice redistributive renvoie à arbitrer ce qui est moralement souhaitable. Donc pour terminer, je ne vous ai pas trop présenté mes projets parce que je suis quand même toute neuve ici. Et j'espère, j'ai déjà commencé à m'intégrer dans deux des axes de l'équipe de Simone, et j'espère que je pourrai leur apporter mes compétences et mon expertise. Voilà, juste pour terminer, comme je suis une nouvelle bordelaise, et quand je ne me prépare pas à mes propos, j'ai des problèmes. Donc j'ai découvert au Nord les livres de la
j'espère que vous les connaissez, ces artistes bordelais qui ont des ateliers là, près du bassin et qui ont revisité l'homme de Vitruve. Voilà, quand même le symbole d'un des massifs de l'humanisme et de la place de l'homme central dans notre univers. Voilà, je vous remercie.